Quel sentiment de liberté que d'avoir plusieurs passeports. Imaginez-vous arriver à un poste frontière avec tous vos passeports. Quel passeport choisir? Quelle identité choisir pour pénétrer sur le territoire? Oui, mais voilà, avoir plusieurs passeports, ça coûte cher, ça coûte même de plus en plus cher, minimum 150 000 € pour avoir un passeport. Et est-ce vraiment utile ou est-ce que c'est une grosse farce? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Devons-nous rester mono-passeport ou est-ce intéressant de devenir multi-passeport, d'avoir au moins un deuxième passeport? J'ai retenu plusieurs critères. Est-ce que avoir un deuxième passeport, ça permet d'avoir une plus grande liberté de mouvement? Est-ce que c'est intéressant pour la fiscalité? Est-ce que ça permet d'augmenter sa sécurité personnelle et d'avoir des plans B? Est-ce que ça permet de se sortir de situations en cas de crime et de redémarrer une nouvelle vie sous une nouvelle identité? Est-ce que ça permet d'augmenter la flexibilité administrative pour ouvrir des comptes bancaires, par exemple? Voilà, on va voir tout ça. Alors, j'ai pas mal évolué au niveau de ma réflexion. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai bifurqué. En fait, avant, je pensais que c'était vraiment très utile d'avoir un deuxième passeport, surtout quand ils ont voulu imposer l'impôt sur la nationalité française. C'est vraiment là où j'ai perçu l'importance d'avoir un deuxième passeport. Et aujourd'hui, je fais un virement à 180 degrés que je vais vous expliquer, que je vais vous soumettre. Et puis, si vous avez un désaccord, vous mettez en commentaire. Alors, liberté de mouvement accrue, c'est souvent le critère qui est mis en avant par ceux qui font la promotion d'avoir plusieurs passeports. Mais moi, je vais me mettre dans une situation particulière, la mienne, qui est probablement la vôtre, c'est-à-dire quelqu'un qui a un passeport de grande qualité, il faut le reconnaître, le passeport français. Si vous avez un passeport belge, passeport canadien, passeport suisse, passeport tout ce que vous voulez dans l'Union européenne, tous ces passeports en fait sont des passeports de grande qualité, classé 3e au Henley Passport Index 2025, le passeport français qui permet d'aller dans plus de 189 pays sans avoir à faire des démarches administratives. Donc c'est un des meilleurs passeports au monde en termes de liberté de mouvement. Voilà, alors évidemment, toute la vidéo que je vais faire ici, elle serait fausse si j'avais un passeport de faible qualité. Ou là, pour clairement, avoir un deuxième passeport de plus grande qualité qui permet d'aller un peu partout serait totalement utile. Mais ce qui m'intéresse, c'est moi-même. Voilà. Le passeport français, donc aller dans 189 pays, c'est y aller en tant que touriste, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois maxi. Maintenant, si on parle de résidence long terme, le passeport français il permet d'aller dans 28 pays de l'Union européenne, ce qui n'a aucun intérêt pour moi, puisque je ne veux pas revenir dans l'Union européenne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc, donc, on peut faire cette vidéo d'ailleurs sur un Français qui veut vivre en Asie, Thaïlande, Bali, etc. Ou même si vous voulez vivre en Amérique latine, par exemple, voilà, ça peut être, c'est vraiment ce type de profil en fait qui m'intéresse. Alors, donc ce qui est intéressant en fait, si j'avais un passeport par exemple de la Dominique ou un passeport du Vanuatu ou un passeport de Turquie, est-ce que ça me permettrait d'augmenter ma mobilité par exemple pour venir en Thaïlande ou à Bali? La réponse est clairement non, ça n'aurait absolument aucun intérêt. Je devrais faire de la même manière en fait des visas long terme, avoir un permis de résidence long terme. Ce que j'ai aujourd'hui en Thaïlande, j'ai un visa DTV de 5 ans. J'avais un visa long terme en Indonésie, le visa E33G de 2 ans renouvelable. J'avais aussi à un moment un visa investisseur. Avant ça, j'avais un visa long terme à Singapour de 3 ans. Donc, on est sur des visas long terme. Pour moi, ce qui a de la valeur, c'est pouvoir résider dans le pays de façon en long terme. Donc, pour ce faire, en fait, c'est pas une question de nationalité. Avoir la nationalité turque, Vanuatu ou ce que vous voulez, n'a absolument aucun intérêt. Ce qui a un intérêt, c'est d'avoir ces permis de résidence long terme, d'avoir par exemple le DTV. Voilà. Et pour pouvoir avoir ces visas long terme, c'est une combinaison en fait. C'est le passeport. En général, le passeport suffit. Passeport plus un petit peu d'argent. Okay. Typiquement, par exemple, si vous avez 50 ans, vous avez le passeport français, vous prenez un visa retraite en Thaïlande, ça vous coûte quelques centaines d'euros, vous pouvez rester ad vitam aeternam. Voilà. Mieux que avoir un passeport de la Dominique ou du Vanuatu. Okay. Donc, voilà. Donc,
avoir ces permis de résidence pour moi et les maintenir en l'état, les maintenir fonctionnels, les maintenir opérationnels, ça pour moi ça a une grande valeur parce que ça permet de vivre en fait, Dubaï, Indonésie, Thaïlande, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. Pour l'avoir, passeport suffit. Éventuellement, avoir un business en ligne, ça peut être intéressant. Moi, ça a été le cas par exemple pour le DTV, mais le DTV, on peut l'avoir aussi sans business en ligne. Ça s'appelle le DTV Soft Power, si vous voulez juste apprendre à faire la cuisine ou faire des cours de Muay Thai. Vous avez aussi le DTV. Donc en fait, les pays, on est dans un contexte où les pays sont de plus en plus généreux pour des visas long terme de type touriste. Okay, on a ça aussi, le visa D2 par exemple, qui est sorti à Bali, qui vous permet de rester 1 an, 2 ans renouvelables sans rien faire. Je veux dire, il y a rien à... Voilà. Et c'est pas des visas qui coûtent des milliers d'euros, hein. C'est à chaque fois quelques centaines d'euros, c'est vraiment rien. Et puis le renouvellement sont encore moins chers. Donc on est dans un contexte où les pays essayent d'attirer et se font une grosse compétition au niveau des visas de tourisme long terme. Okay. Maintenant, on a aussi en fait une énorme générosité qui s'est déclenchée il y a 2-3 ans avec les visas nomades digitaux, travailleurs à distance, où là on a une générosité, une compétition énorme. On a le DTV ici, en Thaïlande, on a le E33G qui est en Indonésie, on a le visa Doranto en Malaisie, on a le visa, on a des visas qui viennent de sortir aussi aux Philippines, aussi pour travailler à distance. Tout ça, c'est des visas long terme qui permettent de rester longtemps. On a le Japon aussi qui est un visa nomade digital. Donc il y a une effervescence en fait de visas qui fait que la nationalité, avoir une deuxième nationalité n'aurait absolument aucun intérêt. On va revenir plus tard sur avoir une nationalité par exemple thaï. Est-ce que ce serait intéressant, une nationalité indonésienne? Est-ce que ça pourrait être intéressant? On va revenir là-dessus plus tard. Donc au niveau de la liberté de mouvement, 0. C'est vrai, ce que je dis est vrai, encore une fois, hein, parce que j'ai un passeport français et que j'ai accès à tous ces permis de résidence, etc. Ce serait faux si j'avais un visa de faible qualité qui ne permet pas d'aller dans ces pays. Là, clairement, avoir un visa, un visa qui permette d'augmenter ma mobilité, ce serait intéressant. Mais je fais uniquement dans mon cas. Pour la fiscalité, est-ce que le fait d'avoir un deuxième passeport, c'est fiscalement intéressant? Là aussi, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est sans aucune conséquence d'avoir un visa du Vanuatu ou de la Dominique ou de la Turquie au niveau fiscal, puisque les règles fiscales au niveau international et qui ont tendance à s'homogénéiser, ce sont les règles de l'OCDE. Et ces règles, elles ont les 2 critères principaux qui sont que si vous résidez dans un pays plus de 180 jours, si vous avez une résidence permanente dans ce pays, eh bien vous êtes considéré comme résident fiscal de ce pays, tout simplement. Donc c'est pas une question de nationalité, c'est une question de ces 2 critères. Et si on descend, si on regarde maintenant les conventions de non-double imposition entre les pays, on retrouve ces critères. Et puis dans les derniers critères, on retrouve centres économiques et vitaux, etc. Et dans le dernier critère, si vraiment ils ne savent pas trancher, le critère que personne n'utilise jamais, c'est le critère de nationalité. Et je vous laisse imaginer que si vous avez une double nationalité, la complexité du système. Mais en fait, ça ne s'applique jamais puisque toutes les personnes qui veulent blinder leur résidence fiscale, eh bien, en fait, ils blindent leur nombre de jours où ils restent sur le pays et ils blindent d'avoir une résidence permanente. Ça veut dire avoir un contrat de location, d'être propriétaire, de vivre dans un endroit. Et c'est tout. En Thaïlande, par exemple, le seul critère qui est retenu pour la résidence fiscale, c'est le critère de règle des 180 jours. Quel que soit le visa. Peu importe le visa que vous avez, 180 jours suffisent à vous mettre à être considéré comme résident fiscal en Thaïlande. Donc là encore, un visa du Vanuatu ou de la Dominique ou de ce que vous voulez n'aurait absolument aucun impact là-dessus. Ça n'intervient pas. Alors, tout ça c'est vrai pour tous les pays sauf pour les États-Unis. Les États-Unis, il y a une extraterritorialité de la fiscalité. Donc quand bien même vous devenez résident fiscal d'un autre pays, vous devez quand même payer des taxes aux États-Unis. Ils ont essayé de mettre ça en France. Est-ce que je le vois comme un risque? Très faible. Très faible que la France arrive à taxer ses résidents fiscaux étrangers parce que ça va à l'encontre des règles de l'OCDE et il faudrait revoir en fait toutes les conventions fiscales entre la France et tous les pays. Donc on parle d'un travail titanesque qui prendrait des années. Donc je vois pas, à moins qu'il y ait vraiment un revirement dans le monde et qu'ils se mettent à taxer sur la nationalité de façon universelle, alors tous les pays s'entendent pour dire ok c'est fini, les résidences fiscales basées sur combien de jours je vis, est-ce que j'ai une location, est-ce que j'ai machin. Si on arrête tout ça et qu'on revient à une taxation sur la nationalité, alors là oui, avoir un deuxième passeport deviendra nécessaire.
ok, mais ça ne sera pas suffisant parce qu'il faudra faire annuler la citoyenneté française pour ne plus être dans le giron français. Voilà. Donc, faut vraiment, c'est uniquement dans cette situation, ça pourrait avoir un intérêt. Je ne vois pas cette situation arriver, en tout cas dans les prochaines années ou même dans mon temps de vie. Mais sait-on jamais. Voilà, notons aussi qu'il y a pas mal de pays en fait qui, si jamais on obtient la nationalité de ces pays, bah, on doit renoncer à toutes les autres nationalités parce qu'on ne peut avoir qu'un seul passeport. C'est par exemple le cas de Singapour et on peut imaginer aussi que dans l'avenir, je ne sais pas si on va nous laisser avoir plein de passeports comme ça. Bon, discutable. Voilà, après avoir la citoyenneté thaï ou la citoyenneté indonésienne, honnêtement, j'ai poussé un petit peu la réflexion, je suis pas convaincu que ça soit vraiment pertinent. Si je veux rester dans mon petit domaine d'un étranger qui a des revenus de sources étrangères, etc., le fait de vraiment devenir de nationalité indonésienne, je suis pas sûr que ça aide beaucoup au niveau de ma fiscalité. Voilà. Alors, troisième critère, donc pour l'instant, honnêtement, pas d'intérêt. Troisième critère, sécurité personnelle et plan B. En cas de crise politique, en cas de guerre ou de gel des avoirs, pouvoir quitter rapidement un pays, se réfugier dans un autre pays, donc le pays où on aurait un passeport. En général, d'ailleurs, les pays dans lesquels on peut acheter des passeports, Vanuatu, Dominique, etc., les petites îles, les Caraïbes, paumés, machin, c'est pas des endroits en fait où les gens vivent. Si vous regardez de façon pratique, même ceux qui ont des passeports ne vivent jamais là-bas. Ils vivent ailleurs. C'est pas des pays qui sont vraiment vivables. C'est des pays d'ailleurs qui sont souvent assez chers au niveau du coût de la vie. Puis il y a rien à faire. Toutes petites îles. Donc c'est très très moyen. Alors pour moi, je vois pas un grand intérêt. C'est-à-dire que si, crise politique, il peut y avoir, guerre, il peut y avoir, tout ça, il peut y avoir. Le pays qui veut geler les avoirs, etc. Pour moi, ça existe. C'est pas un fantasme. Ça s'est passé à Chypre, ça s'est passé en Islande, c'est passé en plein de pays. Ça pourrait se passer en France, geler les avoirs, etc. On a déjà vu ça, ok. Surtout que ces pays, la France, tout ça, c'est des pays qui sont très endettés. Donc il faut essayer de trouver l'argent où il est. À un moment donné, ils peuvent bloquer les comptes et voilà. Mais là encore, avoir un deuxième passeport n'a aucun intérêt. Parce que au moment où je vous parle, il y a une liberté d'investissement dans le monde entier, la liberté des capitaux. On n'est pas faire sortir de l'argent de France, c'est très simple. Faire sortir de l'argent de Chine, c'est très compliqué. Okay, donc les Chinois ne sont pas du tout dans la même situation. Mais de France, dans n'importe quel pays de l'Union européenne ou du Canada ou ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai des investissements, j'ai fait sortir mon argent, je l'ai envoyé à Singapour, aucun problème. Je l'ai envoyé aux États-Unis, aucun problème. Vous pouvez prendre un broker américain, vous faites 3 clics de souris, et ça y est, votre argent, il est parti. Parti, donc, inaccessible pour l'État qui voudrait gratter, qui voudrait ponctionner. Il ne peut pas envoyer une directive pour aller bloquer vos comptes qui sont à Singapour, qui sont même en Suisse ou qui sont ailleurs, etc. On va revenir sur les cas de crimes quand même. Mais disons que si vous voulez investir n'importe où dans le monde, vous n'avez pas besoin d'un deuxième passeport. Vous pouvez aller ouvrir un compte en Géorgie, vous pouvez ouvrir un compte où vous voulez avec votre passeport français. Il n'y a aucun blocage de rien. Okay, donc là encore, pas besoin pour les investissements et la liberté des capitaux, il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième passeport. Ou même par exemple de faire des investissements immobiliers, partout. Vous voulez investir dans l'immobilier à Dubaï, vous achetez un appartement à Dubaï avec votre argent français, vous faites un virement Swift. Moi j'ai acheté des appartements en Thaïlande. Bon, ils m'ont gelé mon compte en Thaïlande, mais j'ai acheté des appartements du temps où j'avais un compte bancaire. J'ai fait des virements Swift, à la fois depuis la France et depuis Singapour. J'ai acheté. Et j'ai eu aucun blocage de rien. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils me bloquent mon compte. Ah, mais j'ai pas eu de chance. Ok, donc on continue. Flexibilité administrative. Alors, ouvrir des comptes avec plusieurs identités, parce que quand on a des différents passeports, on peut avoir des identités, des noms différents. Voilà, ça permet de le faire. Alors, il y en a qui sont contents, ils ont plein de noms, mais ça peut foutre un énorme bordel administratif, voire ils peuvent ne rien comprendre. On va voir que là aussi, je pense que dans l'avenir, avoir plusieurs identités avec plusieurs passeports n'a absolument aucun intérêt. Parce que votre identité n'est plus liée à votre nom.
votre identité est liée à une identité biométrique, numérique. Voilà. Alors, donc voilà. Alors il y a certains, ça peut être utile dans certaines personnes qui veulent aller dans certains pays, et si vous avez été dans certains pays, bah vous pouvez plus aller dans d'autres pays parce que vous avez un tampon de tel ou tel pays. Là clairement, ok, avoir 2 passeports, ça a une très grande utilité. Utiliser un passeport pour aller dans ce pays, et vous allez, enfin voilà, notamment au Moyen-Orient, il y a pas mal de problèmes de ce côté-là. Surtout si vous allez dans des pays à risque. Enfin voilà, si vous allez en Iran, machin, derrière, vous aurez des difficultés à rentrer, on va vous poser des questions. Donc avoir plusieurs passeports, là ça peut avoir un intérêt. Moi c'est pas mon cas, j'ai pas prévu d'aller en Iran, ni en Corée du Nord, ni machin, ni dans tous ces pays. donc aucun intérêt pour moi. Voilà, donc ça c'est plutôt utile pour les diplomates et des gens qui vont dans des pays comme ça. Alors maintenant le cas de crime. Ça c'est un cas intéressant. Alors le crime, c'est vous avez vraiment commis un crime, ou vous êtes suspecté d'avoir commis un crime, ou vous êtes accusé d'avoir un crime que vous n'avez pas commis, et vous avez peur d'aller en prison, donc vous voulez vous échapper et avoir un deuxième passeport avec une autre identité. Est-ce que ça peut avoir un intérêt? Alors, faut savoir que aujourd'hui, on est en train de passer, et quand je dis en train, c'est pas juste que c'est en train d'arriver. Non, 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 c'est déjà là, c'est déjà totalement arrivé, enfin totalement. À 92%, les pays émettent des passeports biométriques. Okay. Chaque fois que vous rentrez dans un pays, eh bien, vous avez une identification de vos données biométriques. Typiquement, vous rentrez en Indonésie, ou vous rentrez en Thaïlande, vous rentrez où vous voulez, empreinte digitale et scan du visage. Okay. Donc, toutes ces données biométriques sont partagées avec tous les pays coopératifs, c'est-à-dire tous les pays. Donc, c'est déjà le cas. Donc, tous vos noms sont associés à une identité biométrique qui devient une clé au niveau du registre. Donc, c'est plus vous en tant que nom qui rentrez dans un pays, c'est une identité biométrique, c'est vos données biométriques qui rentrent. Et toutes les données biométriques liées à 2 passeports différents sont les mêmes. Donc, ça veut dire que vous rentrez dans un pays, ils sont déjà au courant de tous les passeports que vous avez. Vous ne pouvez pas feinter en disant tiens, ils savent pas que j'ai une autre identité, jouer un petit peu à 007. C'est fini. Parce que vous avez la même identité biométrique. Voilà. Donc 90% des passeports en circulation sont biométriques aujourd'hui. Donc ils savent tout, hein, c'est fini. Hein, je veux dire, il n'y a plus moyen de se cacher là-dessus. En 2028, ils estiment que 99% des passeports seront biométriques. Et en 2030, tous les pays, 100% des pays. Voilà. Et tous les pays coopèrent. Hein. Il n'y a aucun pays qui ne veut pas avoir les données biométriques. Voilà. Donc si quelqu'un commet un crime, il le commet pas en son nom, il le commet au nom de ses données biométriques, de son identité biométrique. Voilà. Alors maintenant, si on regarde ce qui s'est passé, parce que là, on est dans les années précédentes, il y avait des choses qu'on pouvait faire, mais c'est fini. Prenez, je sais pas, il y a 30 ans, prenez par exemple Charles Sobhraj, si vous n'avez pas vu, c'est le serpent et tout machin. En fait, il a commis des crimes. Alors lui, il prenait carrément des vieilles cartes d'identité de personnes, donc il volait les cartes d'identité et il tuait aussi les personnes, c'est un serial killer. Et il changeait en fait la photo et mettait sa photo. Et ça passait. Et donc il commettait des crimes au nom d'une carte d'identité qui n'était avec une autre. Ça, c'est fini, ça n'existe plus, ça. Si on prend par exemple Carlos Ghosn, donc, qui avait 3 pays, hein, Brésil, Liban et France, au niveau des passeports. Alors lui, il a dû sortir dans une caisse, donc on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Mais il s'est caché. Donc peut-être qu'à ce moment-là, ils n'ont pas fait le lien quand il est passé entre son passeport brésilien, son passeport libanais, son passeport français. Peut-être qu'il a utilisé un passeport pour rentrer, pas le même passeport pour sortir. C'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais là aujourd'hui, tu passes avec ton passeport où tout est connecté aux mêmes identités biométriques, ça passe pas. Voilà. Alors si on prend d'autres cas, d'avoir 2 passeports, ça peut être par exemple intéressant. On le voit par exemple dans le cas. Enfin, intéressant. Après, c'est une vie de fugitif. Quand on prend par exemple Alain Soral, qui a à la fois le passeport français et le passeport suisse, en fait, il allait se réfugier en Suisse, il est condamné en France, il n'y a pas d'accord d'extradition. Donc, d'avoir un passeport d'un pays où il n'y a pas d'accord d'extradition avec le pays dans lequel vous avez commis un crime, là, effectivement, ça peut avoir un intérêt. Mais disons qu'il vaut mieux ne pas commettre de crime quand même, c'est plus simple.
Si on regarde maintenant le cas de Oussama Ammar, donc lui pareil, commis des crimes, il a été condamné par la Cour suprême des îles Caïmans, donc on se dit ouais c'est vachement loin les îles Caïmans, tout ça. Ils ont émis une ordonnance de gel mondial, un Worldwide Freezing Order, pour geler ses comptes, et ils ont réussi, et tous ses comptes perso et business ont été gelés. Voilà. Donc ça montre que c'est compliqué quand même, très compliqué. Enfin voilà, ça pas, à partir du moment où tout devient mondial, à partir du moment où tu as Interpol, tout le monde coopère, les identités numériques sont partagées au niveau des registres et tout, avoir 2 passeports, ça reste la même identité numérique. Ils sont déjà au courant. Voilà, quelques points supplémentaires. Dans pas mal de juridictions, on est obligé de déclarer toutes ces nationalités. Ok. Il y a des risques à avoir plusieurs noms, il y a des risques de confusion douanière. Vous rentrez, on ne comprend pas pourquoi vous avez plusieurs noms, etc. Ça peut rajouter de la confusion. Et évidemment, tout ça a un coût, en plus avoir 2 passeports, un coût d'entretien, renouvellement, des obligations, parfois des obligations militaires même, des déclarations fiscales, etc. Donc devoir tout doubler. Donc c'est pas forcément intéressant. Conclusion, dans l'état actuel des choses, moi je vais pas faire de 2e passeport, ça devient de moins en moins intéressant, surtout à l'ère de l'identité numérique. Voilà. Donc franchement, à part les accords d'extradition, et à part si on a un passeport faible, ce qui n'est pas mon cas, et faut toujours surveiller que la France ne taxe pas sur la nationalité, parce que là, carrément, ça serait un game changer. Sinon, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.